La spécialisation, forcément, tu prends un risque. Je pense qu'il faut bien choisir sa spécialisation, soit de devenir à ce point incontournable que même si le marché réduit, tu deviendras une référence, ou de développer une autre spé. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode qui s'annonce exceptionnel, retour sur le terrain de l'expertise comptable maintenant que la période fiscale est finie. Et quel retour aujourd'hui avec toi Mathéa, je suis très heureux de te recevoir dans le podcast. On se connaît bien, donc on va se détendre, on va tout de suite rigoler. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui épisode particulier parce qu'on retourne vraiment sur le terrain où tu vas nous raconter ce que c'est de reprendre un cabinet familial. Donc on va revenir sur l'historique, on va parler de comment tu fais aussi bouger un cabinet qui a un historique, voilà, on va le dire comme ça. Et ensuite, on va parler évidemment de l'IA, quelle est la place de la technologie pour toi dans le cabinet. On va parler aussi, et parce que c'est une de tes grandes spécificités, quand je dis toi, je parle du cabinet évidemment, de la spécialisation, gros sujet qu'il y a eu en long, en large, en travers, et comment ça s'implique du coup quand même un peu sur la partie business. Qu'est-ce que ça rapporte en plus, comment tu vas être encore plus pointu, je dirais, sur certains échanges que tu peux avoir avec tes clients. Donc on va même voir potentiellement le scope de tout ce que tu fais pour tes clients. Au milieu de tout ça, il y aura certainement les questions qui piquent des membres de l'Accounting Business Club. Est-ce que ça te va comme pour le programme? On est ensemble. Allez, on va essayer de tenir 1 heure et quart. Ça te va? Ça me va parfaitement, Alexis. Merci beaucoup. Mathéa Kersi, bienvenue dans le podcast de l'Accounting Business Club. Merci Alexis pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un beau challenge. Ça va être premier exercice podcast. Ouais. Et moi, je t'écoute. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, je t'écoute à chaque fois. Et j'espère juste être à la hauteur de tes illustres invités. Ouais. Puis pas trop décevoir les copains de l'ABC parce que comme je sais qu'ils font leur sortie longue sur ton podcast. Ils écoutent ça sur la sortie longue. Ouais, je voudrais pas faire baisser leur et qu'en plus c'est eux qui vont poser certaines sur questions. Strava, c'est important pour l'Accounting Running Club. Allez, on va sauver Strava dans l'Accounting Running Club. Ce que je te propose, pour qu'on ait un peu le contexte, c'est une courte présentation de qui est Mathéa et qui est le cabinet Kersi Associés. Alors, qui est Mathéa et qui est le cabinet, c'est très lié. Donc, ça va, je vais pouvoir faire les deux en même temps. Donc, je suis expert comptable. Je suis diplômée depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai le grand honneur d'être la présidente maintenant du cabinet qu'a fondé mon papa en 79, donc le cabinet Kersi, qui est un cabinet 100% familial, ou quasi familial, parce qu'on a 2 autres associés qui sont les bras droits de mon père et on est sur le même niveau de confiance et de transmission. C'est un cabinet qu'on reprend petit à petit avec mon frère, qui est diplômé lui aussi. Et c'est un cabinet aujourd'hui, on est une 50aine de collaborateurs. On est implanté à Paris, on travaille sur toute la France et l'outre-mer. Et on a cette petite spécificité d'être spécialisé à 95% de notre clientèle sur la pharmacie d'officine. Très bien. Quelle est la différence pharmacie d'officine? T'es pas sur les labos, t'es sur... Ouais, pas sur les labos, sur le commerce de proximité de la pharmacie d'officine, la délivrance des médicaments aux patients et le commerce de tout le reste. Et donc c'est vraiment les pas de porte et les magasins que t'as en centre-ville. Okay. Ou en centre-co, ou voilà, partout. Et on va creuser sur tous les sujets que ça peut t'amener, cette spécialisation. Allez. Pour revenir sur l'historique du cabinet, tu disais créé en 79 du coup par ton père. Comment, avec ton frère, vous rentrez dans l'aventure de l'expertise comptable et pourquoi ? Alors, comment on rentre alors déjà, ils nous ont transmis le virus parce que donc papa a créé le cabinet en 79, donc il y a 46 ans cette année. Notre mère est fille de chef d'entreprise et chef d'entreprise elle-même, pas du tout dans la compta, mais c'est un couple très très fusionnel qui avait envie d'avoir un projet et donc en 91, elle lâche tout et elle rejoint mon père qui est en train de développer le câble, enfin l'équipe s'étoffe, le nombre de clients augmente. Et donc, on grandit, Mathieu, donc mon frère et moi, on grandit tous les deux biberonnés à l'expertise comptable. Et ce qui est beau, c'est qu'on grandit à l'expertise comptable côté
le côté qui nous plaît, c'est-à-dire alors il y a tous les challenges, il y a les doutes, il y a les moments où t'as un peu de stress parce qu'on est quand même sur une ancienne génération d'experts comptables, donc les deadlines c'est du papier, c'est à la poste du Louvre le jour de la deadline, mais t'as les dîners du soir, c'est tu parles du CAP, tu parles des collaborateurs et tu parles des clients. Et tu parles de la fierté que c'est d'accompagner un client quand il réussit son aventure. Et donc, en fait, on est biberonné à ça. La chance qu'on a, c'est qu'il nous laisse une liberté totale. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'ai aucune pression. Comme c'est des gros bosseurs tous les deux, des très très gros bosseurs, ils nous ont transmis cette valeur travail-là. Donc, à 18 ans, j'ai aucune pression et j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Mais voilà, ça me plaisait. Donc je pars en expertise. Tu pars direct au bac en expertise ? Après post-bac. Okay. Moi j'ai un bac S. Ça a fait un gros scandale parce que je suis dans un lycée qui m'a apporté énormément de choses. Je pense que je leur dois beaucoup sur la façon dont je suis construite aujourd'hui. Sauf que c'est lycée de région parisienne. Et quand je refuse la prépa à Louis-le-Grand, je me fais convoquer parce que je pars en BTS compta et que je fais tomber leurs stats. Donc voilà. Mais après tu me connais. Quand j'ai une idée en tête, c'est straight to the point. Donc voilà. Et donc je pars en compta, en école de compta, une super école sur Paris, qui est l'INES, qui a cette grande écoute de me laisser faire en parallèle quelque chose qui me tenait à cœur, c'est mon double cursus en droit. Donc je fais l'INES et la Sorbonne. Et je suis la dernière génération DESCF. Donc 3 ans et demi pour avoir mon DESCF. Et après c'est parti. Une fois que je suis lancée, je savais que je voulais aller au moins jusqu'au diplôme de l'expertise. Et tu continues le droit en parallèle ? Je continue le droit en parallèle jusqu'au Master 2 de droit des affaires. Je me suis arrêtée avant l'école d'avocat. Sinon, comment tu as choisi ? Alors, la question se repose un peu plus pour ça. C'est pour ça. T'es bon. La question se repose un peu, c'est comment j'aurais choisi. Alors, j'ai la passion du conseil. Et du terrain. Donc moi j'aime ce métier-là de l'expert comptable qui est, alors tu l'appelles comme tu veux, le copilote, le coach, l'accompagnateur, le bras droit. En fait moi c'est la personne de confiance. Et en fait t'es aux côtés du chef d'entreprise à toutes les étapes de sa vie, au quotidien et dans les grands moments stratégiques. L'avocat, il lui manque peut-être un peu ça, tu vois, c'est un peu plus one shot, tu peux revenir de temps en temps, mais pour moi, il y avait cette partie-là. Je suis passionnée de droit. Mon papa, en fait, avait suivi les cours en auditeur libre, donc il a cette culture droit. Et quand j'ai au post-bac, quand se pose la question, en fait, j'avais un peu peur de m'ennuyer en compta pur. Donc, je pars sur ça aussi. Je rencontre à l'INES un prof de droit qui est passionnant, c'est un personnage de théâtre. Et je rencontre pendant tout mon cursus des profs de droit. J'ai fait mon Master 2 de droit des affaires et fiscalité pour le directeur du Master, qui est un grand nom de l'abus de droit et de la fraude fiscale, mais qui est passionnant quand il discute. Et en fait, je vais pas vers l'avocat parce que à l'époque ça date un peu, hein, donc l'interprofessionnalité c'était encore un peu tabou. Et la question se repose aujourd'hui parce que ça y est, c'est officiel depuis 1 mois et demi. On a lancé un cabinet d'avocats. En fait, on a la chance d'avoir dans notre secteur des avocats dont on est très proche professionnellement sur les valeurs et sur la façon de voir l'accompagnement, et on s'est réunis tous ensemble pour créer un cabinet. Donc il y a notre cabinet et il y a 3 des plus gros cabinets spécialisés en pharmacie, et on lance un cabinet commun. Donc, tu as ton cabinet d'experts. Enfin, il y a le cabinet Quercy Associés. D'un côté. Et nous, on leur apporte, en fait, le côté connaissance du montage. Mais parce que, en fait, expertise comptable et droit, c'est pas si éloigné que ça. L'expertise comptable, c'est juste la retranscription en chiffres de ce qui se passe en droit. Donc, tu peux pas faire un montage si tu maîtrises pas les différents éléments économiques, financiers. Et donc, du coup, ça a tout son sens. C'est-à-dire que c'est ce qu'on faisait déjà de façon un peu officieuse. C'est-à-dire que on travaillait toujours les montages sur les avocats avec qui on s'entend et qui sont prêts à accepter ce partenariat, parce qu'il y a quand même des dualités, des rivalités de temps en temps entre... Quelques petites guéguerres entre les deux professions.
entre avocat et expert comptable, moi je sais qu'il y a beaucoup d'avocats où ça passe pas du tout. En fait, ils acceptent pas qu'on donne notre avis, sauf qu'on le connaît parfaitement, notre secteur. Et alors avec ceux-là, donc c'est 6 avocats associés aujourd'hui, c'est des perles de valeurs d'accompagnement et qui sont prêts en fait à se dire, je connais peut-être pas forcément tout, comme l'expert comptable ne connaît pas forcément tout, mais à nous deux. Enfin, à chaque fois, ce couple-là, ce duo-là, les deux structures. Cette équipe-là, elle peut casser les différents plafonds. Donc au final, tu as commencé avec ton double diplôme et tu finis par avoir une double casquette. Quoi. C'est ça, si tu veux. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. C'est ça. Quand il s'est jamais posé la question de faire une école de... Alors tu disais, t'as pas été en prépa, mais la question école de commerce qui est le nouveau... Elle se posait au moment du bac parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours beaucoup bossé, donc j'étais admissible en prépa. Après, je pense que j'ai voulu aller au plus vite je savais que je voulais être expert comptable. Et j'ai jamais eu aucun souci d'ego sur le fait que j'avais pas fait d'école de commerce. J'ai un cursus qui me permet derrière, parce que voilà, je suis diplômée sciences comptables, j'ai un master 2 d'ingénierie financière à la Sorbonne, le master 2 de droit des affaires, et j'ai fait un master 2 de marketing. Voilà, c'était juste pour histoire de finir l'histoire des études. Après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, mais au moins maintenant, les auditeurs ont tout le... On comprend mieux. Non, mais du coup, je savais le métier que je voulais faire. J'avais vu mes parents travailler dedans et l'exercer. Et vraiment, droit au but, c'est Marseille, mais c'est pas que Marseille. C'est vraiment, ça me correspond bien. Quand j'ai envie de faire quelque chose, faut aller jusqu'au bout. Et ça correspond aussi parfaitement à mon frère parce que il a 1 an de moins que moi et il m'a suivi sur quasiment tout sauf le market. Ce qui fait qu'on a été diplômés la même année tous les deux. Il m'a rattrapé. D'accord. Voilà. Et donc les deux, comment ça se passe après? Vous entrez dans le cabinet, c'est quoi la suite? Alors on rentre très très vite au cabinet et combien de personnes à ce moment-là dans le cabinet? Je sais pas, c'était il y a un peu de temps. Je vais devoir dire mon âge. Non, je demanderai jamais. Non, mais je sais pas, il devait être 30, 35. Ouais, voilà, il y a eu une croissance après. Après, c'est normal, tu rapportes 2 personnes en plus, mais on commence très très jeune. Ça a été une vraie chance, ça a été un vrai cadeau de nos parents parce qu'en fait ils nous font commencer au bas de l'échelle. Donc aucun passe-droit, on n'est pas fille 2, fils 2, on s'en est bouffé des pages de relevé bancaire parce qu'à l'époque les BICS ça n'existait pas. Donc la saisie, à l'ancienne. Mais je pense aussi une volonté, et ils ont eu totalement raison, qu'on maîtrise l'ensemble des étapes et qu'on puisse gagner en légitimité comme ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui n'importe quel service au sein du CAB qu'on a, ils savent, et il y en a certains qui étaient déjà là à l'époque, ils savent que leur métier, alors ils le font beaucoup mieux que nous, mais on sait de quoi on parle. Voilà. Aujourd'hui, tu perds l'habitude quand tu saisis pas, quand tu fais pas ta prod, mais ils savent exactement ce dont on est capable et ils savent qu'on connaît leur métier, les difficultés aussi de leur métier, qu'on peut échanger sur les enjeux. Donc on commence très tôt et surtout on avait aussi besoin d'avoir un maître de stage un peu souple pour nous permettre de faire nos doubles études parce que Mathieu fait comme moi, donc il fait 2 masters en plus. Donc on a été très rapide au début, le stage a pris un peu de temps, mais on avait besoin de ça. Et puis, en fait, quand tu as la chance, les premiers rendez-vous, d'être la petite souris assistante d'un grand monsieur, parce que mon papa, c'est un très très grand monsieur, c'est un très grand expert, c'est génial. C'est-à-dire que tu gagnes des années d'expérience dans un cabinet lambda. C'est-à-dire que j'étais toujours pas diplômée, même pas du DESCF. J'assiste à des deals à plusieurs millions et je suis là avec les chefs d'entreprise qui le signent et qui lèvent le cash. Donc c'est magnifique, c'est un accélérateur de fou. Là, tu commences à rentrer un peu direct sur les typologies de conseils ou d'accompagnement que tu peux faire, mais dans lesquels j'aimerais qu'on revienne un peu après. Comment, tu rentres dans le cabinet, vous entrez en même temps avec ton frère, vous commencez en bas. Une fois que vous montez associé, comment tu vois des choses à changer? Est-ce que tu vois des choses à changer? Et comment tu t'impulses ce changement? Alors, il y a des choses à changer, mais après, mes 2 parents ont toujours été
un peu à la pointe, c'est-à-dire quand je te parlais par exemple des EBIX tout à l'heure, dès que c'est sorti, ça y est, on va arrêter de perdre du temps à saisir, on passe en EBIX, surtout que dans la profession qu'on suit, donc les pharmaciens, t'en as énormément des lignes de banque. Mon père a toujours eu un informaticien au sein de ses équipes, même quand le cabinet était plus petit. Après, je rentre, il faut refaire le site, faut retravailler sur des outils, reprendre un peu la main sur les outils. Moi, je suis un peu l'associé geek au sein du cabinet, donc j'ai cette coloration-là. Il y a ça, et puis moi, je suis market. J'aime bien ça, pour ça je suis partie en master de market, et petit à petit je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire sur la pharma. Après, tu te laisses vite embarquer par le quotidien. En plus quand tu as tes preuves à faire, parce que mine de rien c'est pas je reprends le cabinet, c'est je reprends le cabinet et il faut que je sois à la hauteur de mon père. Donc tu passes quand même quelques temps à gagner cette expertise-là et cette légitimité. Ils nous confient, tous les deux, ils nous confient leur 3e bébé. C'est-à-dire qu'ils ont 2 enfants, mais ils ont un câble ensemble. Donc ils nous confient leur 2e bébé. Et le bébé, c'est des gens qui comptent sur nous tous les fins de mois pour recevoir leur salaire et avoir un métier qui leur plaît. Et des clients qui nous confient toute leur vie. Donc tu passes, avant de changer des choses, tu passes beaucoup de temps déjà à être à la hauteur de ce qui se fait. Et après, tu commences à changer et puis tu as le marché qui bouge. T'as pas mal de mutations sur que ça soit là on est en plein dedans facture électronique, IA et tout, mais tu sais quand t'es à l'époque des reconnaissances d'écriture, quand t'es à l'époque de tout ce qui était matérialisation. Alors en plus nous on est un câble spécialisé mais pas spécialisé régional, on est spécialisé sur un type d'activité, donc très vite il a fallu que les factures on les récupère sans avoir des collaborateurs qui vont sur place. Mon père à l'époque il fournissait les lettres suivies de la poste pour que les clients envoient les factures. C'est-à-dire qu'il y a très rarement eu des collabs qui se déplaçaient sur place. Donc après, tu te mets dans ce flux-là et tu cherches comment tu peux améliorer ce qui se fait déjà. Voilà. Donc, on révolutionne rien. Non, c'est ça. T'es pas arrivé en disant on chamboule tout parce que c'était déjà innovant. Oui, c'était déjà innovant. Tu vois, par exemple, tu prends Stilae, le logiciel de paye, soi-disant la révolution parce qu'il y a une interface pour saisir des variables de paye. C'est le site que j'ai créé quand je suis rentrée en peut-être 2008 ou 2009. Une interface. Alors à l'époque, t'es en PHP. Enfin, c'est très moche les formulaires et tout. Mais les clients ont déjà un espace où ils saisissent leurs variables de paye. Alors ça, c'est important de le préciser parce qu'en fait, tu le disais, il y a toujours eu un informaticien dans l'entreprise. En dev. En dev, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, et ça, on va en parler quand on va parler d'IA et de ta stack d'outils, s'il faut qu'on creuse dedans. Mais c'est qu'en fait, tu as cette indépendance et tu l'as dit toi-même que tu as ce côté geek. Mais c'est que quand tu détectes quelque chose, tu vas venir faire développer ton propre outil. Tu vas faire développer ton propre CRM. Tu vas faire. Voilà, on va dire 9 fois sur 10, oui. Ouais. Alors c'est peut-être les origines aussi, mais on aime bien l'indépendance chez nous. Donc voilà, c'est important pour nous d'être toujours maître des données, parce qu'en fait les données c'est des données que les clients nous confient. Donc je suis jamais passé SaaS. Et pour l'instant je passerai pas SaaS. C'est sur des serveurs qui nous appartiennent, c'est des données qu'on travaille énormément parce que en plus qui dit spécialisation dit que ça nous permet d'avoir des stats hyper précises sur le marché, et surtout le but c'est d'améliorer la productivité. Alors pas pour faire plus vite, mais pour faire mieux. C'est-à-dire que pour que les collabs aient du temps à consacrer sur des tâches qui sont moins chronophages. C'est en fait tous les enjeux aujourd'hui de la facture électronique et de l'IA. Ça fait des années qu'on essaye d'anticiper tout ça. Sur le social, la recopie de valeur de variable de paye, elle a jamais eu aucun intérêt pour le client. Donc tout ce qu'on peut éviter, on le fait. Alors, on n'est qu'un cabinet d'une 50aine de personnes, donc forcément, il y a encore plein de choses à faire. Si tu vois mon Trello, Jean, le responsable dev chez nous, on s'est fait un Trello tous les deux, rien que sur les sujets informatiques, il donne mal à la tête. Parce qu'à chaque fois Trello, il donne mal à la tête. Chaque fois qu'on a une idée, on fait une carte. Le jeu, ça commence à être des jeux de plus de 52 cartes, donc ça devient compliqué de jouer avec. Mais il y a énormément de choses à faire. Après, on a, si tu veux qu'on passe sur tout ce qui est IA, outils et tout, c'est... On peut y passer, mais avant qu'on y passe, j'aimerais, parce que c'est un vrai sujet, tu vois, et tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait que tout soit sur tes serveurs, t'as la main sur la donnée, et en même temps, il se pose le sujet de tes clients sont...
contacter directement potentiellement par des outils SaaS avec des promesses SaaS, etc. Donc, mais on y revient après. Ouais, je veux qu'on en revienne après parce que c'est super intéressant de comprendre comment tu fais. Mais comment t'embarques maintenant les collaborateurs, parce que tu as des collaborateurs historiques, tu as des collaborateurs plus jeunes, comment t'embarques tout le monde dans cette transformation que tu dois l'idée d'une certaine manière, tant au niveau marketing, communication, de nouveaux outils qui viennent sur ton secteur, et en même temps les collaborateurs à faire transformer? Alors, je pense qu'on a la chance d'être spécialisé sur un secteur. C'est-à-dire que les changements ont lieu, mais t'as pas des collabs qui doivent changer plus vite que les autres. Donc, tout le monde peut s'embarquer sur le même timing. Après, on a une équipe géniale, vraiment. C'est très, enfin, on s'entend très bien, et il y a une confiance mutuelle dans l'équipe de direction qui est assez folle. On a un vrai esprit de cab et ils sont jamais réticents à un changement. Tu vois, par exemple, on a fait une croissance externe. On a racheté un cab spécialisé en pharma aussi. Et là, on a fait, je pense, la plus grosse erreur d'organisation qu'on ait jamais faite. C'est qu'on n'a pas voulu trop les chambouler et on les a laissés sur leurs outils. Et en fait, c'est un enfer à gérer parce que notre outil, c'est le même depuis des dizaines d'années, donc on le maîtrise parfaitement. On a développé dessus pour faire de l'amont, de l'aval, sur soit du traitement de données, soit derrière de la restitution et des stats. Leur outil, il est en SaaS, on n'a pas accès aux données. C'est un outil archaïque pour moi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Les switcher, une fois que tu dis... Je pense que l'erreur, c'est de pas avoir dit, voilà, on reprend, on va vous montrer que ça fonctionne, tout de suite, vous passez. C'est qu'on a laissé et que là, on est en train de les passer petit à petit. Mais petit à petit, c'est-à-dire que tu fais survivre deux façons de travailler différentes. Et donc, tu crées, même pour eux, c'est pas agréable parce que au début, on le faisait pour eux, pour pas les choquer. Et au final, ils se retrouvent avec moins d'outils que les autres. C'était quoi la taille du cabinet pour beaucoup plus petit. C'était 1 million d'euros de chiffre et c'était 5-6 collaborateurs à l'origine avec un expert comptable. Nous, du coup, on fait quasiment 8 fois plus de chiffres et on était 42 ou 43 à l'époque, tu vois, un peu plus même. C'est toi qui pilotes l'acquisition, enfin pas l'acquisition, mais justement le rapprochement, la fusion. Ouais, en fait, alors le cabinet existe toujours, hein, c'est une entité qu'on détient à 100%, mais c'est une entité à part. On pilote tout le montage juridique, financier, économique, et on garde on met les mains dans le cambouis parce que l'expert comptable en fait en profite lui pour se retirer, donc il n'y a plus personne à la tête, et donc c'est Mathieu, Eric, Jean-Marie et moi. Eric et Jean-Marie, c'est les deux bras droits de mon père qu'il avait déjà associés, qui sont associés, et on est les 4 opérationnels en fait aujourd'hui. Donc il y a 4 personnes. Pour nous, c'est le même cabinet. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait été beaucoup plus efficace. On aurait peut-être gagné éviter un peu de stress oxydatif si on les avait switchés tout de suite. Pareil, on les a laissés pendant 1 an et demi dans leurs anciens locaux, alors qu'ils étaient pas loin. Nous, on est dans le 13e, ils sont à Vincennes, c'est pas loin. Mais sur la création d'une équipe, c'est pas comme ça que tu gères. Surtout que tu as une culture d'entreprise, tu le disais avant, qui est relativement forte chez Quercy Associés. Et nous, on est... alors, on a du télétravail, on a des gens qui font du télétravail, mais on est très présent sur les locaux. Nous, on se déplace. Les associés, on se déplace pas mal parce que je pense que le terrain, ça joue sur le conseil, sur la qualité du conseil. Mais les collabs, en fait, ils se déplacent pas. Donc, les jours où ils sont pas là, c'est les jours de télétravail, quand on a un peu de télétravail. Mais on est très présentiel. Enfin, ils nous ont supplié pendant la période Covid de réouvrir les bureaux. Nous laissez pas comme ça, ouvrez avant. Le premier, je crois qu'on a ouvert 15 jours avant. Les 2 autres confinements, on n'a même pas pensé à fermer. Non. Donc voilà, je pense qu'ils ont ce besoin-là. Je sais qu'il y a des gens chez qui ça fonctionne très très bien le full remote, mais chez nous c'est pas possible. Nous c'est pas notre culture et c'est pas la culture de la majorité des collabs. Donc ça se passe très très bien pour 2-3 collabs qui étaient très anciens chez nous et qui sont partis en 100% télétravail parce qu'ils connaissent l'équipe, parce que ils travaillent exactement de la même façon. Aujourd'hui 100% télétravail en direct, on aurait du mal.
Mais ça colle, tu vois, sur Rallye Conseil, oui, où on a fait un très bon épisode à ce sujet avec Cédric et François, mais qui sont nés. Ils sont nés comme ça. Oui, on en parle. Ils sont nés comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je sais que moi, je suis pas née remote du tout. En fait, j'adore travailler le matin tôt ou le soir tard tranquille. Par contre, j'ai besoin de voir cette effervescence. En plus, on aime bien nos bureaux. On a des beaux bureaux, donc on aime bien nos bureaux. C'est une galerie d'art. C'est pas un bureau. Oui, c'est les deux. Maintenant, on n'est pas galerie d'art parce que c'est un terme protégé. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on aime bien notre ambiance de travail. Et puis moi, j'aime bien pouvoir aller dans le bureau de mon frère, lui dire tiens, ouvre ça. J'ai besoin de ton avis. Eric monte, on étudie un dossier. Je vais dans le service social, je vais au service compta. Enfin voilà, moi j'aime bien bouger. Je reviens sur la partie outils du coup maintenant. Tu as une vague d'IA qui est en train d'arriver, qui est partout. Et comment tu arrives à gérer toi, où tu as la main sur ton IT, tous ces changements, toutes ces transformations? Comment tu es organisé? Alors, je suis organisée, j'ai beaucoup de chance parce que mes associés acceptent qu'on n'ait pas la même répartition de charge de travail au niveau du nombre de clients. En production? En production. Production conseil quotidien, c'est-à-dire que alors Mathieu le premier, mais Eric et Jean-Marie, voilà, j'ai beaucoup moins de clients qu'eux parce que c'est officiel, je suis responsable de tout ça au sein du CAB. J'ai aussi la chance d'avoir ce responsable dev que je connais depuis très très longtemps parce que Jean, c'est lui qui m'a appris en fait moi j'étais geek à l'époque comme tu l'es quand t'as ta connexion AOL et que tu te connectes quoi. Voilà, enfin j'ai codé le premier site en PHP mais très très simple, tu vois. Oui, bien sûr, mais comme non, tout le monde quand on entendait. Non, c'était 3 pages, je sais rien, tu vois. Sûr. Mais parce que j'aime ça et quand je te dis j'aime, je voulais faire. Mais je suis jamais allée beaucoup plus loin et j'ai appris sur le tas. Donc en fait, je pense que si Jean m'a formaté sur la façon dont il voulait que je réfléchisse. La logique, c'est de se dire, je repère un pain point et comment je le change. Après, pour l'IA, lui est fan de ça. Moi, j'ai découvert que j'aimais bien ça aussi. Enfin, voilà, chat. Est-ce que tu l'appelles comme ça? Je l'appelle chat. Ouais. C'est devenu mon meilleur ami. Du coup, j'aime bien ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, tu as encore beaucoup, je te l'avais dit quand on a débriefé sur le congrès, beaucoup d'IA bashing. C'est, en fait, on a l'impression que pour faire vendre, il faut mettre un autocollant IA et que ça va partir. Je pense qu'il y a beaucoup d'IA qui existaient déjà. Parce qu'il y avait il y avait des algorithmes très puissants de recherche, de tout ça qui existait. On pouvait déjà faire beaucoup de choses. Tu le fais beaucoup plus vite. Tu le fais de façon beaucoup plus extraordinaire, même dans le rendu. Et beaucoup plus simple d'accès. Oui, voilà, beaucoup plus simple d'accès. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je te dis, ça fait des années qu'on fait des stats au sein du CAB. Le problème des stats, c'est que c'est des requêtes sur des bases de données. En plus, notre outil vient de changer de base de données, est enfin passé SQL, mais avant c'était de la base MariaDB, donc plus compliqué à interroger. C'est pas du langage très courant. C'est pas un collab qui peut l'interroger. C'était moi et encore souvent c'était Jean, tu peux me faire une requête, voilà. Donc il faut que j'en sois disponible, faut que tu aies bien caractérisé ce dont tu as besoin et que tu parles le langage technique. Alors que là aujourd'hui, ça y est, on a développé notre petit agent IA qui tourne en interne sur nos bases et je lui dis on a cité Marseille tout à l'heure, donc je lui dis donne-moi les évolutions sur la région de Marseille sur le mois dernier. Et là, il va te dire, la région de Marseille, c'est ça. Les clients qui sont là, c'est ces numéros de dossier-là. Sur le mois dernier, c'est cette période-là. Je te sors et en 1 minute. Comment tu as setup ça? En fait, tu t'es créé ton data lake. Oui. Enfin, tu as toujours eu plus ou moins, pour qu'on comprenne bien aussi l'intérêt de la spécialisation, tu as quand même toujours eu plus ou moins ton data lake, mais voilà, qui portait pas forcément. Voilà, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. C'est des bases de données. Alors, vraiment, faut pas croire, elles sont pas toutes propres, tout n'est pas qualifié. On est loin. On est dans un podcast, raconte-nous un peu d'histoire. Mathéa, mets-moi une salade. Non, mais c'est important, t'as raison, tout n'est pas nickel. Non, mais bien sûr, mais je pense que c'est hyper important. Ça arrache les cheveux. Mon dev, quand on a créé notre CRM, parce que je trouvais rien qui me convenait en fait, donc on l'a créé de zéro. C'est gentiment, hein, mais Mathéa, il y a quand même beaucoup de dossiers inactifs, faudrait nettoyer. Mathéa, qu'est-ce qu'on en fait, ça et ça. Bon, après, il y a un moment, tu te mets dedans et tu nettoies, donc voilà. Mais on a toujours eu nos données.
On a des dizaines d'années d'antériorité de données. On sort des stats alors qu'on publiait à un moment, qu'on a arrêté de publier parce que voilà, le quotidien fait qu'on prenait pas le temps. Et donc aujourd'hui, en fait, sur nos bases de données, que ça soit compta ou en dehors sur l'administratif, en tout cas, les éléments principaux sont déjà qualifiés. Et puis le fait d'être spécialisé, c'est que je sais quel compte est utilisé pour quel type de charge. Enfin, je peux très rapidement sortir des analyses assez fines. Voilà. Et pour ça, rendez-vous sur ton profil LinkedIn pour suivre toutes ces bientôt. Exactement, pas mal la pub. Ah oui, bien sûr, quand même. Et du coup, en fait, t'as fait tourner quoi ? T'as fait tourner Alors, quelle IA dessus ? Il en a essayé plusieurs, Jean. Et là, je sais plus sur laquelle il est. Je crois qu'il était parti à l'origine. En fait, il a téléchargé les agents et je crois qu'il était parti sur un Mistral. Un peu cocorico, quoi. Ouais, bien sûr, voilà. Quand même un petit peu patriote. Voilà, un petit peu patriote. Mais ça reste, tu vois, on n'est pas en IA générative pour l'instant. C'est pas le même sujet, quoi. Non. Mais ta base de données que t'as été surchargée à l'IA chez toi pour en sortir des analyses pertinentes pour tes clients. Et en fait, pour pouvoir l'interroger, c'est surtout, je pense, le côté LLM. C'est que tu parles en humain. Et tu n'as pas besoin de te dire attends, faut que je qualifie ma requête pour pas me tromper, qu'ils me prennent pas je suis sur un exercice décalé, pas décalé. En fait, il lui a appris en faisant des tests, on lui a appris si j'ai un exercice qui clôt en milieu d'année, il sait que ce dossier-là est en exercice décalé, donc il me prend les stats pas sur les 6 mois mais sur les 12 mois. Enfin voilà, il décale. Donc c'est plus ça pour l'instant. Ça, c'est notre premier agent IA. Et après, derrière, on en veut d'autres, mais qui sont pas révolutionnaires. Hein. Il y en a plein qui le font. C'est t'injectes ton manuel de procédure pour que n'importe qui puisse gérer un cas particulier. Voilà. Bon, on verra. À suivre sur cette utilisation. Comment tu gères, toi, justement, le côté... c'est Digipharmacie qui est le SaaS principal de récupération des factures, exactement. Mais du coup qui communique directement au pharma, que tu connais bien évidemment, j'imagine depuis le temps. Comment toi tu réagis face à ces acteurs qui pourraient être comparé à d'autres dans le secteur, qui vont parler à ton client final avec tous ces sujets de PDP qui arrivent, etc. Alors, j'ai beaucoup de mal au fait qu'ils aillent parler en direct au client final. Okay. Je pense que quand tu as une bonne partie de ton chiffre qui vient des experts comptables, tu te dois quand même de respecter un peu ce partenariat-là. Tu parles de Digipharmacie, mais d'autres. Hein. D'autres, voilà. Je pense que voilà, t'as un moment, il faut aussi. Je pense à vouloir cramer des étapes, tu risques de te cramer toi avant. Mais Digi après, ils ont vraiment répondu à un énorme besoin, c'est-à-dire que nous on l'offre à tous nos clients parce que on était passé de limite quand les factures étaient en papier, tout en papier, on allait beaucoup plus vite. C'est que là, pendant un certain temps, tu avais du multicanal. C'est-à-dire, tu avais des factures en papier, des factures en mail, des factures sur les espaces privés. Ton client, moi, ils sont très peu à avoir des services administratifs et financiers. Donc, c'est le titulaire qui passe son temps au comptoir et qui, le soir, fait sa compta. Il va pas aller chercher ses factures sur les espaces privés. Et il te donne les codes. Et donc, en fait, moi, j'avais des gens qui ne faisaient plus leur métier, qui passaient 1/3, 2/3 de leur temps à aller chercher des factures. Et c'est pas possible. Quand tu veux améliorer ton process, tu peux pas revenir en arrière. Et tu peux pas, comme ça, rétro-pédaler sur la qualité et la réactivité. Donc, on est passé Digipharmacie. Aujourd'hui, leur com, à eux, elle est pas trop agressive. Ils disent juste qu'ils seront PDP sur l'interface. Après, moi, j'ai pas encore choisi celle au sein du cabinet. C'est ce que j'allais te demander. Ok. J'ai pas encore choisi celle au sein du cabinet parce que mon éditeur de logiciel aussi en fait une. Donc ACD. Je me permets de les citer quand même. Pour une fois, on peut citer ACD dans le podcast. T'es dur. Mais c'est vrai, je le dis toujours les éditeurs, mais c'est vrai qu'ACD, ça m'est pas souvent arrivé. Pourtant, ouais, mais ils sont très en place. Ils font. Après, je sais pas encore celle que je vais choisir. J'ai des petites idées, mais j'ai pas encore pris la décision. Et surtout, je sais pas comment je vais la présenter au client. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une interface made in Quercy avant ou pas? Voilà, c'est parce que. Pourquoi tu sais pas encore laquelle tu vas choisir, sachant que tu t'y connais en tech, tu vois le truc, Parce qu'il manque encore un peu d'infos.
Voilà, ils sont tous un peu... je pense qu'ils sont beaucoup plus occupés à aller chercher en direct le client, à vouloir le coincer. Toutes les PDP. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors que je pense qu'ils oublient pour beaucoup la relation de confiance qu'on a avec nos clients. C'est-à-dire que si tu fais partir une newsletter en leur disant ne choisissez aucune PDP avant que on ait choisi ensemble. C'est pas j'ai choisi pour vous, c'est on a choisi ensemble et je vous explique pourquoi celle-là sera mieux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié, cette relation de confiance-là. Et alors c'est sûr, je te dis pas que 100% va nous suivre. Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance, nous, sur nos clients. C'est que comme on est très spécialisé et qu'on n'est pas sur des clients qui recherchent du prix à tout prix, ils vont pas se précipiter sur une offre de si vous le faites dans les 2 mois, c'est gratuit. Voilà, ils vont avant comprendre que la disponibilité de la donnée, c'est l'or noir aujourd'hui. Donc, on a besoin ensemble, clients et nous, on a besoin de la maîtriser. Donc, on se réserve le temps de faire ça bien. Et le fait que, du coup, ils aillent communiquer direct à ton client, ta relation que tu as aujourd'hui avec ton client, parce que tu l'entretiens, parce que tu es dans le conseil et l'accompagnement, fait qu'en fait, tu sais que tu gardes la main sur... Ils communiquent sur les factures. Enfin, tu vois, alors, je pense qu'ils rendent un service aux clients, vraiment là-dessus. Mais par contre, nous, nos échanges avec les clients sont pas là-dessus du tout. Alors, forcément, pareil, je vais pas te raconter d'histoire. On a toujours les retardataires, il nous manque des factures. Forcément, de temps en temps. Ils sont passés la première étape, deuxième étape, le réviseur. À un moment, c'est l'associé, tu prends ton téléphone, tu dis regarde, là, tous les bilans sont sortis, le tien n'est pas sorti. Il y a un problème, tu vois. T'as 2 mois dans la vue parce que tu nous as pas donné tes infos. Tu peux pas piloter à l'aveugle. Les gens qui sont chez nous, ils sont pas chez nous pour avoir une liasse fiscale. Voilà, ils sont chez nous pour avoir du conseil. Donc c'est pas leur dire qu'ils ont reçu leur facture qui va les intéresser. C'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. On fait une pause dans cet épisode pour parler de développement de cabinet. Vous connaissez Booster Digital ? C'est l'agence experte qui accompagne les dirigeants experts comptables dans la croissance de leurs entreprises et déjà depuis plus de 6 ans. Stratégie de cabinet, pricing, création de l'identité visuelle, création du site web, animation des réseaux sociaux et développement commercial, on le fait et on le fait bien. Déjà plus de 45 cabinets satisfaits. Alors, pour découvrir comment on peut booster votre entreprise, c'est simple. Envoyez-moi un message sur LinkedIn avec la mention Accounting Business Club ou simplement IBC. Je vous offre une consultation stratégique de 30 minutes. Et tout de suite, revenons à notre épisode. On va rentrer sur la partie conseil pour qu'on ait une vision aussi, mais parce que la façon dont tu fais le conseil est une façon... que tu peux faire quand tu es vraiment spécialisé, je pense. Alors, moi, c'est mon point de vue. Mais je pense que... j'admire beaucoup les généralistes. Parce que à l'inverse, mais moi, un dossier d'auto-entrepreneur je sais pas faire. M'interroge-moi sur les seuils, j'y connais rien. Mais je leur dis, tu sais, tous les copains qui disent, oh, tu peux me faire la compta. Non, mais en fait, je vais te faire rater tout ce qu'il faut faire de bien parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Après, sur des plus structurés, tu trouves trouves des points communs. Tu vois, on a quelques restaurateurs. Tu vas me dire, restaurateur, pharmacie, en fait, tu as beaucoup de points communs. Tu as du client au détail. Donc, tu as des choses qui te permettent de les suivre aussi. Mais alors, tout à l'heure, je t'ai dit quoi, 95%. J'avais sorti les stats. Je crois qu'on a 2,4% de notre chiffre d'affaires qui est hors pharmacie. Tu vois, donc, c'est spécialisé. Ouais, on est très spécialisé. Alors, est-ce ça que... ressemble à quoi le panel de services que vous proposez aujourd'hui aux pharmacies ? Full service. Mais du coup, c'est quoi ? Je sais, mais c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important pour donner un peu de contexte sur le marché de la pharma, c'est qu'il y a les titulaires, il y a... Voilà, t'as les pharmaciens installés, donc qu'on appelle titulaires, t'as les pharmaciens en recherche d'installation, t'as les pharmaciens qui sont des serial entrepreneurs, c'est-à-dire qui sont titulaires dans une pharma, ils font de la croissance externe. Et nous, on adresse toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que ça soit ce qu'on appelle le primo-accédant, donc le jeune ou moins jeune qui veut s'installer pour la première fois, celui qui s'est déjà installé, qu'on a accompagné dans la capitalisation
qui a sorti du cash, qui se réinstalle, celui qui est installé au quotidien, comment on optimise son exploitation, et celui qui est installé au quotidien, qui a tiré du cash et qui veut faire de la croissance externe, comment on fait. Et à la fin, celui qui part à la retraite, comment on fait pour qu'il parte avec le juste fruit de son travail et son patrimoine. Donc le service, en fait, le service qu'on offre, c'est l'accompagnement à toutes les étapes. Tu arrives avec une première pharma à étudier, tu fais le BP, tu vas chercher le financement pour le client, tu es présent au négo, tu es présent aux signatures, parce qu'en plus on a souvent 4 actes en pharmacie quand on est sur des sessions de titres, donc c'est 4 moments où tu as des avocats, des échanges d'actes. En plus les actes de pharma, c'est des fonds de commerce qui valent certaines valeurs, donc c'est pas sur 2 pages, c'est 30 pages à chaque fois, et donc tu as ce côté un peu, je vais vulgariser pour mon client, c'est-à-dire que je vais t'expliquer ce que tu signes. Mais dans un langage comptable, dans un langage pas avocat, c'est-à-dire pas dans le jargon de l'avocat. Et c'est pour ça aussi que mes associés aujourd'hui, moi j'apprécie vraiment les personnes qu'on a choisies et avec qui on s'associe, c'est que ils font pas des effets de manche, c'est-à-dire qu'ils sont capables de traduire et de vulgariser pour un client. Je pense que c'est important de savoir ce que tu signes. Donc on les accompagne là, on les accompagne au moment de l'installation, on les accompagne au quotidien. On est expert comptable, donc on fait de la compta au quotidien et on les accompagne. C'est-à-dire que, alors en fonction de la taille et des besoins de la pharma, c'est une situation intermédiaire et un bilan. Parfois, sur certaines pharmas, ça ne le nécessite pas, donc c'est un bilan. Mais le rendez-vous de bilan, c'est 1 tiers l'historique, 2 tiers comment on se projette. Donc c'est quels sont les points d'étape. Alors nous, on fait des BP sur 7 ans. Mais dans l'année prochaine, dans 5 ans, dans 7 ans, à quel moment tu fais des travaux, à quel moment tu fais un OBO pour tirer du cash à titre perso, à quel moment tu te transfères, si tu te transfères, ou à quel moment tu renouvelles ton bail, c'était ce matin, on met en place une stratégie pour le bailleur, on va faire intervenir un expert pour voir la valeur locative, négocier la valeur locative, tu te transfères dans un centre co, tu négocies avec les bailleurs institutionnels, tout ça, toutes ces étapes-là, en fait, c'est ce qu'on fait. Et puis au quotidien, il y a quand même beaucoup de choses pour gérer une entreprise seule. Il a besoin d'avoir un bras droit, le chef d'entreprise. Donc c'est les questions parfois même de management, comment je gère mon équipe, comment je gère quand je rentre dans un groupement, comment je gère mon changement de mindset, des choses comme ça. Et nous, on est là pour ça. Est-ce que Mathéa, mon stock, t'en penses quoi? Je stocke plus, je stocke moins, mon point de vente. Alors, on a aussi cette dimension-là, on est très conseil sur le point de vente. On fait un peu de merch, on fait un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu appelles conseil sur le point de vente? En fait, on rentre dans la pharma, on leur dit, regarde, là, ça, c'est pas bien, tu sais, un peu client mystère, tu sais. Donc, on aime bien tout ce qui est commercial. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis, on se déplace sur les points de vente, on rentre et on leur dit, non, là, tes meubles, faut que tu les changes, ils sont mal mis, tu massifies pas assez. On va jusqu'au conseil merch, très léger, mais parce qu'on est spécialisé et que des pharmas, on rentre dans plus de 500 pharmas chaque année. Donc, on sait les bonnes pratiques, et ou en tout cas, je dis, c'est pas forcément on sait, parce que ça peut paraître un peu présomptueux, mais tu remarques des points communs sur les on a quelques idées de ce qui fonctionne ou pas. Et voilà, si on veut le dire gentiment. Mais on est allé jusqu'à créer un groupement de pharmacie c'était 2010, donc tu vois, ça date un peu. À l'époque, en fait, il n'y avait pas de groupement, il n'y avait pas beaucoup de com. Aujourd'hui, maintenant, ils sont tous groupés, et nos clients qui n'étaient pas dans des groupements, on sentait qu'il y avait un peu une lacune là-dessus. Donc on leur a apporté du merch, du market, quelques négo labos, mais c'est vraiment pas notre fort, mais c'était vraiment l'analyse du point de vente. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai des clients, ils font des travaux. Mathéa, qu'est-ce que tu penses du plan? C'est loin de l'expertise quand même. Et donc, comment tu fais pour valoriser tout ça, Mathéa? Parce qu'il me semble qu'on a une question. Il me semble qu'on a une question de la part des membres de l'Accounting Business Club. Comment tu fais pour facturer tout ça? Alors, on repart sur ton pricing? On peut parler de pricing avec grand plaisir. Je pense que c'est notre marque de fabrique et que les gens qui viennent chez nous savent qu'ils peuvent nous poser ce genre de questions-là et qu'on y répondra, et que sur une analyse de marge, pourquoi une marge elle s'est effondrée ou pas, on va l'analyser avec eux sur la macro, l'analyse, mais aussi est-ce que tu es sûr que tu as bien positionné ces produits-là, comment tourne tes TG. Donc ils savent qu'on le fait. Et du coup, je vais pas leur facturer je t'ai donné un conseil sur ta TG, tiens, tu me rajoutes 50 € ou 100 €, ou allez, tu peux mettre un taux horaire, parce que c'était un peu des sujets, les avocats ils facturent à 300, 350 et pas nous.
nous, on n'a jamais facturé à l'heure. Mais jamais, ça date de mon père. Donc, on a toujours facturé. Alors, moi, j'appelle ça au forfait, mais du coup, je t'ai dit, il va falloir que tu me donnes des exemples sur ta facturation à la valeur. Mais ouais, à mon avis, si on facture à la valeur, c'est que tu prends une offre tout compris. Alors, il y a des exceptions quand même, mais tu prends une offre où on t'accompagne sur beaucoup de choses et tu sais qu'on sera là. Par contre, c'est sûr, on n'est pas les moins chers du marché. Après, si tu veux de la production de liasses, il y en a qui le font très très bien, mais ça ne sera pas nous. Parce que nous, en fait, ce qu'on aime, c'est réfléchir avec toi sur tes projets. Donc, et tes projets, ça peut être juste comment je tire du cash. Hein. T'es pas obligé de refaire ta pharma tous les ans. Vaut mieux pas le refaire tous les ans parce que j'ai un petit problème de financement après. Mais ça peut être comment je tire du cash, comment je m'associe, comment je fais rentrer mon adjoint pour pouvoir me retirer un peu de temps, de choses comme ça. Et c'est ces moments. En fait, c'est ça qu'on facture pas forcément. Je sais qu'on en a beaucoup discuté, parce que quand tu achètes une pharma, entre le moment où tu analyses la première fois et le moment où tu ouvres ta pharma, il y a 6 à 9 mois, avec le temps de financement et le temps de passer à à l'ordre des pharmaciens. Pendant 6 à 9 mois, nous, on n'a pas de REM. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne factures pas cet accompagnement. On est en mission d'accompagnement et pour nous, le deal, ça sera gagnant-gagnant le jour où toi, tu t'installes. Donc, ça nous est arrivé d'étudier pour un pharmacien 2, 3, 4 pharmacies parce que alors, on n'est pas, je vais me mettre à dos les transacs, mais on n'est pas transactionnaire, c'est qu'on fait pas du one shot. Alors, pas tous les transacs, mais on fait pas que du one shot. Nous, derrière, il faut que la pharma, elle fonctionne. Donc, je vais pas, il y a certains transacs qui même refusent de donner les dossiers quand ils savent qu'on est l'expert comptable du client. Donc là, je donne le contexte. Transactionnaire, c'est les agents. Ouais. Même tout à l'heure, tu as dit TG, j'étais. Mais du coup, transactionnaire, c'est parce que dans le monde de la pharmacie, si tu veux pouvoir monter ta pharmacie, tu dois en reprendre une. Exactement. Et tu peux pas la créer de zéro. Alors, c'est très très rare les créations. Il faut que tu aies des développements de population qui le justifient, mais tu as un numerus clausus. Donc, tu es obligé de racheter une officine, une licence de pharmacie. Et tu as des gens qui se sont spécialisés dans le commerce de ces licences. T'en as, alors la grande majorité, c'est des gens qui font leur boulot très très bien. Il y en a un qu'on connaît en commun, coucou Samy. et du coup, voilà, c'est des gens de très très grande valeur. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, c'est des marchands de tapis. Donc le jeune pharmacien qui sort de la fac, qu'on embarque sur une pharma qui a aucun avenir, nous on dit non. Parce que les pharmaciens ne sont pas des entrepreneurs à la base. Pas du tout. Non, moi, j'interviens à la fac de Saclay, mais je suis admirative qu'ils soient prêts à se lancer sans avoir aucun background pas beaucoup, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, sur la formation chef d'entreprise. Et aussi, je pense que un peu comme chez nous, où il y a des crises de volonté de s'installer ou pas, ils les ont en pharmacie. Je pense que c'est aussi au fait que personne ne leur explique ce que c'est d'être chef d'entreprise. Tu dirais qu'il y a de moins en moins de pharmaciens qui veulent s'installer, qui veulent reprendre En fait, la position d'adjointe est bien payée. Tu fais 35 heures. C'est sûr que si t'as pas chevillé au corps l'envie d'être indépendant, il y en a certains à qui ça va très très bien. Mais pour plonger, je trouve qu'on leur enlève les brassards très très vite quand même. Il leur manque quelques petits cours. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que toi, dans ce cas-là, tu as des transactionnaires qui peuvent amener aux primo-accédants des dossiers qui ne sont pas fous. Et toi, en fait, tu vas être capable de voir rapidement et dire c'est le juge de paix. Tu regardes le bilan, tu dis, là, ça sent pas bon, tu fais un BP. Et l'avantage de la spécialisation, c'est que le BP, on le voit. Tu maîtrises tout de suite les indicateurs. On le voit assez vite. Voilà. Je te dis pas que ça sera précis, on n'a jamais été Madame Irma, mais on peut très vite se faire une opinion, on y va ou on n'y va pas. Et malheureusement, comme dans tout secteur, tu as des pharmas qui vont fermer, tu as des pharmas qui n'ont pas forcément beaucoup d'avenir. On sort d'une période Covid avec des mouvements de flux, de type de produits vendus assez impressionnants. Il y en a certains qui oubliaient de dire aux primo-accédants que non, le chiffre d'affaires, il était un peu sous-perf là parce qu'il y avait tous les produits liés à cette période qui était exceptionnelle. Voilà, il y a des choses qui se font pas. Après, je pense que la profession
Enfin, ça se nettoie aussi même chez les transacts. Mais du coup, voilà, notre rôle à nous, c'est de vérifier. De checker et d'être en fait le tiers de confiance. Oui, mais parce que nous, le jour où ils ont signé, on les a le lendemain. Quand la trésor est fond parce qu'il y a un problème, parce que le chiffre n'était pas du vrai chiffre, parce que elle a été surévaluée, tout ça, en fait, on est dans le même bateau. C'est-à-dire que, et je parle pas juste au niveau des honoraires. Moi, il y a une phrase qui dit que pour qu'un conseil soit riche, il faut que ses clients soient riches. Ok, mais en dehors de ça, je pense que notre côté de bras droit, c'est leur réussite, c'est un peu notre réussite. Leur échec, c'est un peu notre échec aussi. Et donc, on est pris comme eux, parfois même plus qu'eux, par des questions de trésor. Donc, je ne vais pas partir sur une affaire si on n'y croit pas. Par contre, on les a embarqués sur des affaires où très peu de personnes y croyaient. Et en fait, nous, on a cru au projet, mais à tel point que j'avais des confrères à eux qui m'appelaient, Mathéa, vous pouvez pas laisser partir vos clients là-dedans? Si, ça va marcher. Et ça marche. Voilà. Ouais, tu vas dans le rôle qui va beaucoup plus loin. Ouais, c'est pas juste je te valide que combien ça va te coûter la liste d'employés que tu m'as donnée. C'est non, mais là il te manque un préparateur, là il te manque un pharmacien, là il te manque un rayonniste. Voilà. Et Julien, je facture. Ouais, c'est justement, je viens de prendre le téléphone et je viens de voir. Il y en a d'autres. Mais après, ils sont partis. Ce sont des questions que je ne pourrais pas poser. Ça va, alors. Je pourrais pas poser au micro. Donc, tu vas beaucoup plus loin. Comment tu fais pour arriver à transmettre cette culture du « je vais plus loin que la compta » à l'équipe? Parce que ton frère et toi et les bras droits de ton père, vous ayez été biberonnés à ça. Moi, je vais dire surtout ton frère et toi biberonnés à ça. Je le comprends, je le conçois et je l'ai vécu même style, donc je comprends. Comment toi, tu arrives à le diffuser à l'équipe? Alors, mais les deux bras droits, tu peux les mettre dedans parce que Eric, par exemple, il est rentré en apprentissage au CAB à 20 ans. Ça fait 35 ans qu'il est biberonné. Voilà, il est biberonné. Jean-Marie, c'est la même. Donc tous les quatre, on l'a. Après. Je pense que c'est par l'exemplarité. Parce que mon père et ma mère l'ont toujours fait, c'est-à-dire tu raccroches pas un client parce qu'il est 17h. C'est tu t'es là, tu t'es présent. Tu sais, l'expert comptable, c'est parfois un peu le psy, mais dans le bon sens du terme, hein, le psy du client, c'est-à-dire que pour que ça aille bien au niveau pro, parfois on les écoute aussi un peu au niveau perso, ils ont une baisse de morale et tout, mais on est là pour les relancer, on est là pour voir quand ça commence à être un peu touchy, comment on sort. On est là pour gérer rien que le social, par exemple. T'imagines quand t'as pas été formé au management, parce qu'il y a très peu de formation au management, et que tu dois gérer une équipe. Je pense que ça fait partie, même pour nous, hein, en tant que chef d'entreprise sur nos CAP, parce que nos CAP sont des entreprises aussi, c'est un des points les plus difficiles. Donc forcément, ils ont besoin d'une écoute, ils ont besoin d'avoir une oreille. On a une équipe qui est géniale là-dessus. Et on a, pour la petite anecdote, on a du mal à recruter. Mais ça, je pense comme tous mes confrères. On a du mal à recruter, mais tu vois, par exemple, le service social, il y a eu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, il y a une historique qui est celle qui m'avait formée, qui est toujours là. Et il y a aujourd'hui que des petits jeunes qu'on a pris en apprentissage, qui commencent un peu à vieillir maintenant, donc ils sont plus aussi jeunes que ça. Mais quand on essaye quand on a recruté, hein, il y a des gens qui sont arrivés après, mais par exemple un recrutement, et je pense que c'est le plus beau compliment que tu puisses faire à un chef d'entreprise. Je comprenais pas pourquoi ça prenait pas, donc je convoque les trois jeunes en question qui étaient passés gestionnaires de paye confirmés et tout. Je leur dis mais dites-moi, et personne ne parle. Et il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. À un moment, je lui dis mais bon, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Et il me regarde, il me fait Mathéa, il a pas l'esprit Quercy. Voilà. Et donc en fait, il n'a pas l'esprit de on est là pour nos clients et on est là pour entre nous. C'est-à-dire que on laisse pas un collègue sur le côté parce que on est un métier, on a énormément d'échéances. C'est lourd, c'est très lourd. C'est tous les mois la TVA, tous les mois le social. Nous on fait des situations pour la majorité de nos clients, donc on passe notre temps à être sous pression. Et forcément, tu peux pas être à 100% tout le temps. Et tu peux avoir des impératifs de famille, tu peux avoir des impératifs perso, tu peux tomber malade. Non, c'est pas tu te démerdes. C'est en fait toute l'équipe est là.
Et je pense qu'en plus, ce qui leur plaît aussi, c'est que c'est toute l'équipe et nous aussi. C'est-à-dire que on va se retrousser les manches et on va. Enfin, moi, je te disais, j'ai pas d'ego, je peux redescendre travailler, faire des bulletins de paye si j'ai un souci. Et ça m'est arrivé parce que je suis la seule des associés qui accepte de faire du social. Le social. Ouais. Bizarrement, quand il a fallu choisir, ils ont tous eu leur téléphone qui a sonné en même temps. Donc, moi, en plus, j'aime ça. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une matière très intéressante. Et voilà, s'il y a un problème, s'il y en a un qui doit partir, voilà, je suis capable de faire des bulletins de paye. Mais comme Mathieu, Eric ou Jean-Marie est capable de prendre la compta pour avancer parce que le client nous a envoyé les pièces très très tard et qu'on veut pas que le bilan parte en retard. Mais ça, en fait, je pense que comme ils nous voient travailler, comme ils nous voient échanger avec les clients, par contre, on demande une chose aux clients, c'est qu'on est prestataire de service. Pour moi, il n'y a aucun sens péjoratif à prestataire de service, comptable, expert comptable. De temps en temps, pour rigoler, je leur rappelle que je suis expert, mais voilà. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, le respect qu'ils ont vis-à-vis de nous, ils doivent avoir le même vis-à-vis de l'équipe. Et il y a certains de mes clients qui se sont fait rappeler à l'ordre parce que tu ne parles pas comme ça à l'administratif, tu parles pas, même si tu es énervé. Après, tu prends ton téléphone et tu t'excuses. C'est pas juste parce que tu parles avec l'associé que tu dois changer de ton. Ouais, voilà. On est prestataire de service, mais on n'est pas corvéable. C'est-à-dire qu'on est là pour leur apporter le soutien qu'il faut. Et mais bizarrement, un jour, il y a un client comme ça que j'ai rappelé à l'ordre. Il m'a rappelé après, il me dit en fait, ouais, t'as raison. C'est beau ce que tu fais pour ton équipe. T'as raison. Tu te mouilles, tu remets tout le monde l'église au milieu du village. Exactement. Voilà. Mais tu m'as pas dit comment t'arrives, tu vois, parce que t'as vu, je reviens, je vais creuser. Parce qu'en fait, t'as ce niveau de conseil, d'accompagnement qui fait que quand tu parles à tes clients, tu dis on. Et comment t'arrives à faire que toute l'équipe soit on? Je pense vraiment c'est l'historique. C'est l'historique et culture de boîte. Ouais, c'est l'historique et la culture d'entreprise. Alors nous, on n'est vraiment pas doués sur tout ce qui est organisation de séminaires et tout. Afterwork, séminaire. Alors, Afterwork, tu fais. On a un happiness manager qui est un de mes deux bras droits, qui l'a un peu lâché parce que il était un peu sous l'eau, mais je lui ai dit tu remets ça. On essaye de mettre ça, mais je pense que c'est une des choses sur lesquelles on va devoir s'améliorer, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de je préfère qu'on soit en sous-effectif et que ça soit un peu dur, mais c'est-à-dire que même les collabs préfèrent, plutôt que d'avoir quelqu'un qui en a rien à faire. Et même s'il est là-bas du boulot. Voilà. On est très à l'écoute, c'est beaucoup ma mère aussi qui gère l'interne et tout, on est très à l'écoute de est-ce que dans l'équipe la personne s'intègre et est-ce qu'elle est cohérente par rapport aux valeurs qu'on a au sein du cabinet. Et les valeurs du cabinet, c'est de la générosité. Voilà, c'est l'excellence parce que on se met une belle obligation, mais tu es généreux. Et en fait, je te dis pas que tous les clients te le rendent parce que forcément, on a toujours des déceptions. Mais aujourd'hui, on a des aventures entrepreneuriales avec nos clients qui sont magiques. Culture de boîte, quoi. Ouais, si je reviens sur un truc, c'est vraiment la culture de boîte qui est ancrée. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit rapide, je sais pas si jamais quelqu'un ne l'a pas compris, mais c'est qu'en fait, t'as des personnes qui viennent chez toi, période d'essai, et qui sortent d'elles-mêmes de la période d'essai parce qu'elles sont sorties de l'équipe, quoi. En fait, la fusion ne se prend pas. Ça prend pas, alors qu'ils sortent d'elles-mêmes ou qui sont un peu poussés sortir, aussi. Quoi, mais voilà. Mais oui, on a quasiment pas de turnover sur les anciens. Par contre sur les nouveaux c'est compliqué et puis alors peut-être que du coup les équipes sont un peu trop fermées de temps en temps et que pour rentrer c'est pas toujours simple mais c'est le prix à payer pour sauvegarder cet état d'esprit là. Voilà. C'est quoi ton plus gros challenge sur les 5 prochaines années? On sera en 2030. Ouais, on a des gros challenges info. Pour pas mal de questions, de choix aussi. Moi, mon gros challenge, c'est de développer assez le câble pour qu'avec l'arrivée de l'IA et de la facture électronique, on puisse garder tous nos collabs, dont ceux qui font de la prod compta aujourd'hui, parce que c'est des gens exceptionnels et que le but, c'est pas de mettre en place la facture électronique et l'IA pour supprimer ces postes-là. C'est à l'inverse qu'on ait doublé de chiffres pour qu'on ait toujours besoin de recruter. Ça te va? C'est beau. C'est beau? C'est dur de rebondir sur ça. Et à l'inverse, c'est quoi ton plus gros frein? Tu vois ton plus gros, tu disais tout à l'heure, pain point que tu vois sur les 5 prochaines années? Ta plus grande difficulté?
Alors, c'est la taille du câble. En fait, c'est que c'est magnifique. On a un très très beau bateau aujourd'hui. On s'approche des 9 millions d'euros de chiffre, donc c'est génial. On a les moyens. Quand tu me disais en informatique comment je fais, tu vois, Nvidia sort un petit. Ils l'ont annoncé hier. T'es très rapide dans la. Je sais, je t'ai dit que j'étais un peu dessus. Voilà, bon, peut-être pas ceux à $100 000, mais les petites versions, je me pose la question d'y aller ou pas, tu vois. Parce que pour garder ton indépendance. Mais parce qu'on a ces ressources, en fait. C'est pas ça mettra pas en difficulté le câble et ça pourra me permettre de garder mon indépendance. Par contre, du coup, alors quand on parle que des pharma, hein, pas des satellites autour, SCI, Holding et tout ça, c'est un peu plus de 550 personnes tous les mois qui nous confient leur vie et je peux pas mettre en pause pour pouvoir faire tout ce que je veux. Je pense qu'on est sur une taille un peu critique, c'est-à-dire que on est gros, enfin toute proportion gardée, mais on est gros à gérer au quotidien. On est gros à gérer sur du DRH. Enfin, moi, mes parents qui nous transmettent le câble, enfin, nous, on les garde. C'est-à-dire que tout le monde me dit ah bon, tes parents ils travaillent toujours. Oui, non, mais moi, je veux pas qu'ils s'en aillent parce que aujourd'hui, déjà, j'ai pas besoin de me poser la question de quel dimanche je vais déjeuner chez eux. Hein. Je les vois souvent, c'est cool. Et c'est un plaisir de travailler en famille. Et deux, j'ai besoin d'eux aujourd'hui. En fait, on s'appuie sur eux. Mais donc maman est un peu la DRH du câble aujourd'hui. Le jour où elle veut lâcher, je fais en sorte que son environnement de travail soit assez agréable pour qu'elle reste, hein, parce que sinon il va falloir que je recrute une DRH. Et comment tu transfères la confiance que tu as dans quelqu'un que tu connais depuis, je dirais pas mon âge, mais quelques années, à un DRH que tu connais du néant, sur une culture d'entreprise qu'il connaît pas, c'est compliqué, tu vois. Et même chose pour l'interne. Aujourd'hui, papa a lâché l'opérationnel, il est stratégique aussi sur certains clients dont il est resté très proche. Il est là aux présentations de bilan. C'est pièce de théâtre, il rentre, coucou c'est moi, et voilà. Et donc il est sur des grosses stratégies, et puis il est sur l'interne, sur les câbles, tu vois, quand on lance le cabinet d'avocats, il est là avec nous parce qu'il y a cette présence-là. Le jour où il me dit non Mathéa, je préfère m'occuper que de mes petits-enfants, ça va nous faire un gros manque. Donc ouais, la taille du câble qui fait que un peu dur de bouger un bateau de cette taille-là, tu vois, c'est pas un jet ski pilotable, quoi. Ça fait partie de ceux que tu laisses passer parce que voilà. Et en même temps, je pense qu'il faudrait qu'on grossisse encore un peu pour pouvoir structurer en interne et se dégager du temps. Voilà. Il y a un truc sur le sujet de la spécialisation qui peut freiner certains confrères parfois, c'est potentiellement, tu vois, quel peut être l'impact. Tout à l'heure, tu parlais du Covid parce que ça a du coup boosté l'activité. Mais quand tu es à ce point dépendant d'une profession, est-ce que ça peut avoir un impact et potentiellement, comment ça joue dans ta valo de cabinet ? Alors, sur l'impact, forcément. Après, on a cette chance. Papa, il s'est spécialisé en 79, hein, donc bien avant qu'on parle de spécialisation, ni même que ce soit une stratégie marketing. Mais tu sais qu'il y a 10 ans, un nom assez connu de la profession qui avait monté une petite école de formation comme ça et qui plaçait des apprentis, a dit à mon deuxième bras droit aujourd'hui, et lui a dit non mais surtout n'allez pas dans un cabinet spécialisé. Je pense qu'il voulait la récupérer, mais n'allez pas dans un cabinet spécialisé, vous allez vous fermer des portes. Voilà. Bon, aujourd'hui, heureusement qu'elle est restée. Je pense qu'elle est heureuse avec nous, donc voilà. Mais la spécialisation, forcément, tu prends un risque. Parce que tu prends un risque sur le secteur que tu choisis. Faut peut-être pas être spécialisé taxi sur les derniers jours, par exemple, tu vois, voilà. Mais ça se redressera. Mais tu as des métiers qui vont disparaître. Après, notre spécialisation à nous sur les pharmacies, alors, elle est beaucoup liée au monopole. Mais je pense qu'aujourd'hui, les pharmaciens ont démontré, justement pendant la période Covid, leur capacité à réagir et à être le premier point d'entrée sur la santé. Donc, c'est une profession qui est indispensable, qui n'a pas les pouvoirs de lobbying qu'ont d'autres professions, donc qui se fait attaquer de toutes parts. Mais je pense qu'on a le temps de voir venir. C'est ça aussi qui est sympa, hein, d'avoir un peu un marché qui est plein d'opportunités. Enfin,
moi, je vois ça comme des opportunités. Il y en a qui voient ça comme des menaces, mais je pense que t'as un marché qui bouge, parce que sinon, on s'ennuierait un peu. Je pense qu'il faut bien choisir sa spécialisation. Peut-être, alors je sais pas si ce sera dans les 5 ans, mais soit de devenir à ce point incontournable que même si le marché réduit, tu deviendras une référence, ou de développer une autre spé. Mais moi, je n'irais pas sur du généraliste. Alors, c'était pas trop du généraliste, mais quand on sort de notre master 2 d'ingénierie financière avec Mathieu, voilà, ça nous fait rêver. On est c'était il y a quelques années, donc on est dans un milieu où la pharma, les obliques, les montages et tout, ça n'arrivait pas. Donc on se décide de lancer alors par un concours de circonstances, le fonds d'investissement d'AXA s'installe en haut vers Station F, et t'as les bureaux qui sont derrière. J'ai les bureaux qui sont derrière. Un jour, il sonne, il nous voit, comme tu vois là, basket, tranquille. Il dit mais c'est vous les experts comptables? Oui. Et j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. C'est génial, on bosse ensemble sur les premières due deals, on bosse ensemble jusqu'à ce que le fonds grossisse au point que quand tu fais la deuxième levée de fonds, ils demandent une signature. C'est-à-dire ils vont chez un big. Ouais, et sauf que les boîtes, elles sont pas rentables. Les boîtes, tu les factures pas au prix où tu factures une entreprise, et pourtant tu travailles comme un malade. Donc on a lâché. On a lâché ça, on a accompagné jusqu'au bout celles qui jusqu'à leur levée, puis après on n'a pas renouvelé. Je pense que si on se développe, on se développera sur une autre verticale. Voilà, c'est complète. C'est un autre secteur qu'on maîtrisera autant. Peut-être en rachetant un cabinet, mais à la seule condition qu'en fait il ait les mêmes volontés d'excellence sur son secteur. Peut-être pour mutualiser un peu le risque, mais pour revenir à ton sujet de taille que tu as eu juste avant, quoi. Ouais, mais je sais même, enfin tu vois, vraiment là je te le dis en direct en brainstorming, parce que je pense qu'on a eu cette chance d'être spécialisé sur un secteur qui aujourd'hui est porteur, doit bouger, on doit lui donner les moyens de bouger, mais aujourd'hui c'est un secteur qui a encore autant que nous aussi. C'est pour ça que j'allais faire le parallèle, mais parce que tu as eu tous les réseaux qui sont, tous les groupements, qui sont arrivés, ça n'a pas changé ton... Non, parce qu'en fait, je pense que ce qui fait aussi qu'on aime beaucoup travailler avec les pharmaciens, c'est que ça reste des chefs d'entreprise très indépendants. Donc les groupements, et on est très proche de certains groupements, moi je pars au séminaire de groupement, voilà, donc il y a aucune rivalité là-dessus, mais par contre on reste sur des chefs d'entreprise côté patrimoine, et donc ils font très attention à leur entreprise, à leur équipe, même quand ils ont 4 ou 5 pharmacies, ils sont ceux qui réussissent, en fait ils sont sur le terrain, ils mettent les mains dans le cambouis comme nous on fait, donc on a ce même niveau d'intervention, tu vois, on se parle de chef d'entreprise à chef d'entreprise, donc même les groupements en fait ça leur apporte énormément de choses. Je pense qu'aujourd'hui il faut se grouper pour eux, parce qu'ils sont pas formés du marketing et du merchandising aujourd'hui. Ta patiente, je suis pas toujours politiquement correcte, donc j'appelle la cliente, mais ta cliente 2 secondes avant était chez Sephora. Chez Sephora, elle se fait matraquer de market et de com. Et après, tu vas la faire rentrer dans la pharma, où sous prétexte que tu dois rester avec ta blouse blanche, tu vas avoir une interprétation hyper restrictive du mieux vivre, du mieux être, alors que tu pourrais lui apporter une prise en charge globale. On va partir sur l'holistique, ça va être compliqué. Non, mais en fait, on pourrait faire le parallèle avec le métier d'expert comptable. Oui, c'est ça. La même chose. Comment tu deviens... comment t'embrasses ton rôle de conseil, quoi, en fait, avec un peu de packaging, un peu de marketing en plus autour. Ouais, voilà. En fait, je pense que... après, tu vas me dire, c'est heureusement que je suis optimiste, mais le marché n'est pas mort. Et on la gardera celle-là. Le marché n'est pas mort, et notre marché n'est pas mort, et le marché de la pharmacie n'est pas mort. Je pense par contre tu as beaucoup j'arrive pas à dire menace, tu vois, depuis tout à l'heure. Je dis tu as beaucoup d'opportunités, et par contre il faut réagir. Faut se bouger, quoi, tu peux pas t'endormir. Ah non, faut se bouger. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font très, mais dans nos 2 marchés, il y en a qui le font très bien. C'est ce que j'allais te dire, c'est que ils ont le même, t'as vraiment le parallèle avec eux, où ils doivent bouger aussi, ils doivent se réinventer. Pas exactement pour les mêmes raisons, mais avec les mêmes risques. C'est si tu rates la vague, ça va être compliqué de la rattraper.
Mathéa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a fait le tour de la spécialisation, de l'IA, de l'indépendance chez toi, des futurs outils, de qui peut prospecter tes clients, de l'intérêt de ton panel d'offres de services quand même, avec la question qui pique? On a vu que c'est du forfait all-in-one, mais quand même basé sur la valeur. Tu m'as créé une nouvelle matrice de pricing qu'il va falloir que j'aille mettre tout ça après dans des slides. Je les regarderai avec vraiment beaucoup d'intérêt. Les slides? Moi je te dis, en fait, quand tu m'as posé la question, je t'ai dit on est au forfait. Ouais. Tu m'as dit non, mais t'es pas vraiment au forfait. Donc, Parce que quand on a fait ce travail, t'étais pas vraiment, enfin c'est pas vraiment un forfait non plus. Voilà, mais on peut pas ouvrir tout le capot pour autant. Non, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en vrai? On a fait un bon tour. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as pensé de cette première expérience podcast? Non, c'est sympa. Ouais. Un podcast, c'est sympa. Ouais. Merci pour tout ce que tu as partagé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura inspiré pour te suivre quand même. Enfin, tu vois, surtout ce sujet de la spécialisation qui est un vaste sujet, même côté market, tu vois, quand on voit tout ce qui est en train de se passer, je trouve que tu l'as dit brièvement, mais donc c'est pour ça que je me permets de revenir un peu en conclusion, mais c'est que le fait d'avoir toutes ces données sur toutes ces pharmacies, de venir mettre en place la tech dessus pour être capable de les interroger, fait qu'en réalité tu es vraiment pertinente quand tu vas venir à la fois étudier le projet de rachat de pharmacie, mais aussi être capable d'accompagner tout au long de quotidien, la vie. Et tu vois, il y a une vidéo qui va sortir, il me semble, sur ta chaîne, sur ton LinkedIn, pardon, j'allais dire sur ta chaîne YouTube, mais au moins à défaut sur ton profil LinkedIn, qui en est l'explication même, entre autres celle dont tu parles des traitements à des prix des médicaments chers, et des médicaments chers, exactement, et tu vois, je trouve que ça c'est vraiment un exemple. Et donc pour voir cette vidéo, évidemment, allez suivre Mathéa sur LinkedIn. C'est beau. Mais tu vois, c'est vrai que le fait de savoir ça fait que quand tu me dis tiens, je vais acheter un truc à 50 000, moi dans ma tête oui, tu lui refais sa journée, mais pas du tout. Et en réalité pas du tout. Et puis voilà, mais il faut le prendre quand même. Enfin bref, allez voir cette vidéo qui sera bientôt diffusée. Et voilà, donc c'est vraiment ce sujet de la spécialisation que je suis ravi que tu aies pu nous partager. Plaisir. Si on veut te contacter, LinkedIn. J'essaye de répondre, donc m'en voulez pas trop si je mets quelques jours à répondre aux messages. Mais en tout cas, on peut t'envoyer un message sur LinkedIn problème. Et on mettra le profil en description. Merci. Merci beaucoup, Merci Mathéa. beaucoup, Alexis. Si l'épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez-le au plus grand nombre et arrêtez-vous. Voilà, si vous courez, arrêtez-vous, prenez votre téléphone, mettez 5 étoiles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un appel à l'action pour mettre 5 étoiles. C'est vrai. Mais comme la période fiscale est finie, je me dis ça y est, il fait beau, on peut se remettre à courir l'esprit tranquille. Prenez 2 minutes, allez mettre 5 étoiles. Il y a encore plein de super épisodes qui arrivent, et surtout si vous n'avez pas écouté tous les épisodes pendant la période fiscale, retournez, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de pépites qui sont sorties en français, en anglais, sous-titrés, disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était l'instant promo. Mathéa, merci beaucoup et à très vite. À très vite.